à Lausanne, qui est l'un des deux rapporteurs. Monsieur Simon Toff, qui vient de l'Université de Toulouse. Voilà pour les rapporteurs. Alors pour les membres extérieurs maintenant, Monsieur Bidot, Université Paris 6, Monsieur Lozano, qui vient de l'Université technologique de Compiègne, ton directeur de thèse de l'Université Montesquieu, et moi-même, qui suis professeur à l'Université Montpellier 2. Donc on est là pour la délivrance d'un diplôme de l'Université de Montpellier 2. Donc on va te donner 45 minutes à peu près pour que tu exposes tes travaux, et ensuite on passera à une phase des questions en commençant par les rapporteurs. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Julien Messer. Et je tiens tout d'abord à remercier tous les membres du jury d'avoir bien voulu expertiser mon travail. Donc, cette thèse s'est déroulée à l'Institut des sciences du mouvement, Étienne Jules Marais, donc, qui dépend de l'Université de la Méditerranée. Donc, cette thèse a été encadrée par Nicolas Franceschini et co-dirigée par René Zapata, qui travaille au LIRM à Montpellier. Et ma thèse s'intitule « De la veille au robot, la régulation du flux optique, contrôle conjoint de vitesse et d'évitement d'obstacles latéraux pour véhicules totalement actionnés ». Alors tout d'abord, quels sont les objectifs de ce projet de thèse? Donc au laboratoire, on travaille on s'intéresse à deux types de microaéronefs, que ce soit des microaéronefs artificiels ou des microaéronefs naturels tels que l'abeille, et on cherche à s'inspirer d'une partie du système de contrôle sensorimoteur de l'abeille pour trouver des applications sur les microaéronefs. Alors, ce qui distingue déjà ces deux types de microaéronefs, c'est de par leur taille et de par leur masse. Les microaéronefs que certains laboratoires construisent aujourd'hui, comme dans le cadre du projet NuFly, ont des dimensions et des poids qui sont 100 fois plus importants que celui de l'abeille, pour des autonomies qui sont largement inférieures à ce que sont capables de faire les insectes. Alors, les tâches que sont capables de réaliser les microaéronefs naturels sont extrêmement variées. On peut citer par exemple le vol stationnaire, l'évitement d'obstacles ou bien le contrôle de vitesse. Ils réagissent de façon appropriée au vent, ils en sont même parfois insensibles. Et ils sont capables de mesurer les distances de façon visuelle. C'est ce qu'on appelle l'odométrie visuelle. Alors que ce véhicule ici est un véhicule qui est pour l'instant, ils sont en général radiocommandés et sont capables d'effectuer des vols stationnaires de façon auto-stabilisée par leur système ici mécanique. Alors moi je me suis plus particulièrement intéressé aux tâches que sont les évitements d'obstacles et le contrôle de vitesse. Et ce qui est intéressant dans une démarche qui est la nôtre, qui est une démarche biorobotique de recherche, il est intéressant à la fois de faire du transfert de l'idée que nous pouvons avoir du système de contrôle de vol des abeilles sur ces microaéronefs, et en retour de chercher à valider le modèle biologique en observant le comportement ici de véhicules pour essayer de valider les hypothèses, car on aura une idée en fait des ressources aussi bien matérielles que sensorielles pour la réalisation de la tâche. Donc on voit que dans ce cadre, durant ma thèse, il y a une interaction en fait qui s'est opérée aussi bien au niveau de véhicules que des abeilles. Alors le plan de ma présentation est découpé en trois parties. Je présenterai tout d'abord un bref aperçu de l'état de l'art. Je montrerai ensuite une étude qui a été conduite sur l'évitement d'obstacles latéraux de l'abeille, dont le but est d'en tirer une modélisation sous forme d'une boucle visiomotrice, dite LoRa3, qui est l'acronyme anglais, mais en français ça signifie pilote automatique de régulation du flux optique latéral. Et je vous présenterai la version 3, qui est la version la plus aboutie, car les deux versions antérieures ont été, au fur et à mesure des connaissances que l'on pouvait en avoir, améliorées. Nous avons ensuite construit au laboratoire un microaéronef susceptible de recevoir cette boucle visiomotrice, et ensuite pour en tester pour tester un peu ce bouclage visiomoteur, nous avons simulé l'appareil conçu
pour un peu voir si les comportements attendus répondaient à ceux que nous avions observés chez la veille. Et enfin, donc je dresserai quelques conclusions et des perspectives à ce travail. Donc tout d'abord l'état de l'art. Donc les travaux que j'ai effectués sont opérés dans un esprit d'équipe et dans la continuité des travaux qui ont été faits dans l'équipe. Le premier robot mobile créé au laboratoire date de 1991. Donc il s'agit d'un robot mouche qui était guidé par ici une vision panoramique basée sur une centaine de facettes, associée ici à une centaine de détecteurs élémentaires de mouvement, dont le fonctionnement est directement inspiré des études électrophysiologiques menées au laboratoire. Ce n'est qu'en 2000, durant la thèse de Nether, que le flux optique ventral, c'est-à-dire le flux optique provenant du sol, a été exploité pour éviter les obstacles au sol. Mais en fait, le robot aérien ici, Fania, était plus capable de sauter les obstacles que de réellement suivre le terrain. Ce n'est que durant la thèse de Franck Ruffier en 2004 qu'a réellement été formalisé le concept de régulation du flux optique ventral. Et on entend par régulation la régulation au sens de l'automatique, c'est-à-dire maintenir le flux optique, en l'occurrence le flux optique ventral, eu égard tout type de perturbation pouvant l'affecter. Et donc ce petit micro-aéronef octave qui ne pesait et qui ne pèse toujours que 100 grammes était capable, par une régulation du flux optique ventral, de suivre le terrain. Et moi, je cherche à comprendre dans quelle mesure ce n'est pas possible de réaliser un suivi de paroi sur la base d'une régulation, mais non pas du flux optique ventral, mais du flux optique latéral. Donc pour illustrer le flux optique latéral, j'ai effectué un enregistrement vidéo ici de ce que peut voir un automobiliste, et si vous tournez votre regard à 90 degrés de votre sens de déplacement, vous observez que d'une part, vous avez plutôt le paysage qui a tendance à défiler rapidement ici lorsqu'il est proche, alors que lorsque celui-ci est éloigné, donc la montagne qui est loin, défile beaucoup plus lentement. Donc c'est ce défilement de l'image qu'on appelle le flux optique, et la particularité du flux optique, c'est d'être non seulement proportionnel à la vitesse d'avance du véhicule, mais d'être également inversement proportionnel à la distance aux obstacles. Donc quel a été le point de départ de cette thèse? Cette thèse a démarré par l'étude de travaux antérieurs menée par Kirchner et Srinivasan en 1989 et qui portait sur la réaction de centrage de l'abeille. Donc ici, les abeilles ont été entraînées à traverser un couloir de largeur relativement étroite, seulement 12 cm de largeur, et ils ont observé que l'abeille ici avait tendance à se centrer à partir du moment où ici les parois étaient immobiles. Par contre, lorsqu'ils ont mis en mouvement ici les espèces de barres que vous avez ici qui tapissaient les murs, ils ont observé que les abeilles avaient tendance à se rapprocher du mur lorsqu'elles volaient dans le même sens que la stimulation, et de voler ici en sens contraire lorsque la paroi se déplaçait en sens inverse du sens de vol. Et donc pour justifier ce comportement, ils ont émis l'hypothèse dite d'équilibre des flux optiques droite et gauche. Alors ce qui est intéressant de remarquer dans ces travaux, c'est que, vous voyez ici, c'est une expérience qui montre qu'au final, l'abeille ne mesure pas la distance au mur, parce que, alors même que la paroi ici, les motifs sont entraînés, vous voyez, la distance normalement ici n'est pas affectée. Et alors qu'on voit que l'abeille réagit non pas à la distance du stimuli, mais à la vitesse relative que donne le stimuli à l'abeille. Alors très rapidement, cette stratégie de guidage a été appliquée en robotique et elle a donné naissance à de nombreuses applications dont ici je montre un exemple parmi tant d'autres. Ici dans un véhicule robotisé équipé d'une paire de caméras fisheye, et effectivement ici dans la trajectoire observée, on voit que le véhicule a tendance à se centrer. Toutefois, une équipe portugaise et également l'équipe dirigée par Srinivasan ont mis en évidence un inconvénient majeur à cette stratégie de guidage, à savoir qu'à partir du moment où le corridor présentait une ouverture latérale, le robot avait tendance à s'évader de part et d'autre
du corridor. Donc, pour tenter de remédier à cet inconvénient, ils ont alors proposé une stratégie basée sur le maintien d'un flux optique latéral. Alors, cette stratégie était appliquée alors même que la vitesse ici était pilotée à vitesse constante, donc en boucle ouverte, donc bouclée sur la vision. Et vous voyez bien que ici le flux optique latéral gauche, ben on voit que si effectivement la vitesse d'avance du robot est maintenue constante et que le flux optique est maintenu constant, alors vous voyez que cela revient en fait à prédéfinir une distance au mur. Donc en fait ces robots maintenaient une distance prédéfinie en longeant la paroi. Et on voit que seulement un seul degré de liberté était commandé par les visions, à savoir le positionnement latéral du robot. Donc justement, pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de l'exploitation du flux optique latéral par l'abeille, j'ai mené une étude pour essayer d'étudier l'évitement d'obstacles de l'abeille. Pour cela, nous avons construit au laboratoire ici une enceinte de vol perpendiculaire qui avait des dimensions de 3 mètres de long par environ 1 mètre de large, et la caméra placée au-dessus ici filmait la partie centrale du corridor de longueur 1,50 m par 1 mètre de large du corridor. Donc ici vous avez une photo de l'expérimentation qui a été prise sur la propriété de Serge Ignaty-Ducteur qui m'a aidé non seulement pour travailler avec les abeilles. Et donc ce que nous avons cherché à faire, c'est d'analyser les trajectoires que pouvaient avoir les abeilles à partir du moment où on pouvait les faire entrer à 3 entrées différentes et récompenser avec une solution d'eau sucrée à la fin du corridor. Donc vous allez voir différentes séries d'expériences. Une première série où en fait on va agir sur la position initiale de l'entrée des abeilles dans le corridor, et une autre situation dans laquelle on va tester l'absence d'un des deux flux optiques latéraux pour voir si cela affecte les abeilles. Alors, durant le stage de fin d'études de Guillaume Masson, donc celui-ci a réalisé la reconstruction des trajectoires qu'il a pu acquérir pendant le mois de septembre-octobre 2005. Donc tout d'abord, les trajectoires étaient acquises image par image, et ensuite elles étaient reconstruites en effectuant une superposition des images. Donc ça rappelle un peu les chronophotographies d'Étienne Jules Marais. Ensuite, elles étaient seuillées et nettoyées manuellement. Et observez ici la tâche que nous pouvions avoir d'une abeille. Donc en fait, quand on a eu ces tâches-là, ça m'a fait penser à des ellipses. Et l'idée a consisté à effectuer une régression elliptique pour déterminer à la fois l'orientation et la position de l'ellipse pour, via un script MATLAB, reconstruire automatiquement la trajectoire. Et à partir de là, nous avions la possibilité de déterminer la distance au mur aussi bien droit que gauche, l'orientation de l'abeille et les composantes du vecteur vitesse par dérivation de la trajectoire. Alors, quels furent les résultats en fonction de la position initiale? Donc, effectivement, si nous faisons entrer les abeilles au centre et les récompensant avec de l'eau sucrée au centre également, on observe que globalement, le faisceau de trajectoire est centré. Effectivement, la valeur moyenne ici de 48 correspondant à peu près à la moitié de 95 cm de large. Par contre, dès lors qu'on place l'entrée et la récompense proche du mur droit ou du mur gauche, on remarque que le faisceau de trajectoire est dévié vers la paroi. Donc on peut dire au final qu'il semblerait que dans ces deux situations ici, les abeilles ont tendance à longer une paroi. Donc par exemple, ici on voit que les abeilles ont tendance à longer la paroi à environ 24 cm du mur droit. Donc on peut effectuer, pour s'en convaincre, des tests statistiques de student en comparant chacune de ces distributions par rapport à une distribution normale centrée. Et on voit que le test renvoie ici une valeur proche de 1. Cela signifie que dans le cas A, la distribution n'est pas différente d'une distribution normale centrée, et que par contre, dans les deux cas où nous observons que les abeilles longent le mur, les distributions
sont différentes d'une distribution normale centrée. Donc on peut conclure déjà que, au final, selon les conditions expérimentales et dans un corridor beaucoup plus large, à savoir 8 fois plus large que les expériences antérieures, les abeilles ne se centrent pas systématiquement dans un corridor. Alors maintenant, nous allons tester l'absence d'un flux optique latéral. Pour cela, nous avons ici retiré la partie centrale du corridor, le long de 1,50 m, et les résultats montrent que, à ma surprise, il ne se passe manifestement rien lorsque les abeilles sont en train de suivre le mur de droite. Et vous voyez ici, les expériences ont été faites le même jour, dans les mêmes conditions. C'est juste que le matin, on avait mis le mur, et l'après-midi, nous avons simplement enlevé le mur. Et on observe que les faisceaux de trajectoire est globalement également une distance de 24 cm. Donc pour s'en convaincre, nous avons comparé les deux distributions, et également le test de Sudek nous dit que les distributions ne sont pas différentes l'une de l'autre. Cela signifie que l'abeille ne semble pas tenir compte de la paroi opposée ici lorsqu'elle effectue un suivi de paroi. Alors si nous faisons maintenant un petit bilan des expériences, comment s'écrit le flux optique gauche de l'abeille? C'est simplement le quotient de sa vitesse d'avance par la distance au mur gauche. Et concernant le flux optique droit, simplement sa vitesse d'avance divisée par la distance au mur droit. Donc dans ce tableau, vous voyez que j'ai donc noté en moyenne écart-type les flux optiques droit et gauche obtenus dans chacune des expériences. Pour le cas centré, vous voyez que les flux optiques gauche et droit ne sont pas différents l'un de l'autre. Par contre, lorsque les abeilles tendent à longer une paroi, on voit que le flux optique provenant de cette même paroi n'est pas différent que l'abeille suive le mur gauche ou qu'elle suive le mur droit. Donc, je ne développe pas les tests statistiques, mais le test montre que ces deux distributions ne sont pas différentes l'une de l'autre. Même chose lorsqu'on enlève le mur gauche, alors que les abeilles longent le mur droit, les distributions ne sont également pas différentes l'une de l'autre. Donc ceci tente à montrer que l'abeille maintiendrait le flux optique provenant du mur qu'elle suit à environ une valeur moyenne de 230 degrés par seconde si on globalise tous les résultats expérimentaux. Alors pour s'en convaincre, je vous montre une trajectoire. Donc ici vous avez la chronophotographie de l'abeille. Ici vous avez sa vitesse d'avance qui varie d'environ 1 mètre par seconde, de 1,5 à 2,5. Vous voyez que le cap de l'abeille est relativement aligné avec l'axe du corridor. Et si l'on représente la vitesse d'avance de l'abeille en fonction de sa distance au mur gauche, on voit que on obtient ici un nuage de points qui est relativement proche d'une régression linéaire. Vous voyez l'excellent coefficient de détermination. Donc on peut dire, eu égard à ce constat, que vitesse d'avance et distance au mur sont proportionnelles l'un à l'autre. Et que justement, la particularité de cette régression linéaire, c'est que le coefficient directeur de la droite, la pente, justement, c'est ce que je vais appeler moi dans mon modèle la consigne de flux optique unilatérale. Alors j'entends par unilatéral soit le côté gauche, soit le côté droit. Et je noterai cette consigne ici, oméga 7 psi. Donc maintenant, comment modéliser ce que nous avons observé sous la forme d'une boucle visiomotrice? Donc tout d'abord, je tiens à vous montrer une trajectoire extraite des travaux antérieurs effectués par Kirchner et Srinivasan pour vous montrer que, d'une certaine façon, l'abeille est capable de piloter sa vitesse d'avance et sa vitesse latérale de façon indépendante. Vous voyez ici que l'abeille a tendance à effectuer des glissades latérales sans pour autant faire tourner son corps. Donc ceci m'a amené à modéliser les dynamiques de l'abeille par une dynamique d'avance pilotée par l'angle de tangage de l'abeille et la dynamique latérale commandée par le roulis de l'abeille, le roulis du corps bien sûr. Donc vous voyez, d'une certaine façon, le mode de déplacement d'une abeille est relativement similaire à celui d'un hélicoptère. Donc ensuite, la vitesse ici
Et en l'intégrant, nous obtenons simplement l'ordonnée absolue de l'abeille dans le corridor. Et en la comparant aux ordonnées absolues des parois du corridor, on obtient la distance au mur. Et le flux optique est simplement le quotient de la vitesse d'avance par la distance. Ce flux optique est mesuré par de véritables capteurs de flux optique, car l'abeille est équipée de neurones détecteurs élémentaires de mouvement reliés à sa rétine, capables de mesurer des flux optiques de translation. Donc, ces neurones ont été mis en évidence par les travaux d'Ibobson, et il a dénommé ces neurones des neurones BT, car accordés à la vitesse angulaire accordée au flux optique. Donc ensuite, ici, vous voyez que les mesures sont exploitées pour créer ici, via une fonction signe, cette fonction permet d'adapter le signe de la contre-réaction de la boucle, et le critère max entre le flux optique aussi bien à droite et à gauche est utilisé pour déterminer, à mon sens, quelle est la paroi la plus proche. En effet, comme le flux optique est inversement proportionnel à la distance au mur, le flux optique le plus important du droit et du gauche sera le reflet de la paroi la plus proche. Cette mesure est ensuite comparée à une consigne de flux optique pour élaborer une erreur qui pilote la dynamique latérale de l'abeille. Alors vous voyez toutefois dans ce schéma, la vitesse d'avance n'est toujours pas bouclée visuellement. Et là je fais appel à des nouveaux travaux effectués par Srinivasan en 1996, dans lequel il a entraîné des abeilles à traverser un tunnel, dit tunnel Fusdé, car vous voyez la première partie est convergente puis divergente. Donc ce qui est extrêmement intéressant dans ces travaux, c'est qu'il a montré que la vitesse d'avance de l'abeille, ici portée en ordonnée, était proportionnelle à la position longitudinale de l'abeille dans le corridor, et il en a déduit que la vitesse d'avance de l'abeille dans ce type de corridor était proportionnelle à la largeur locale du corridor. Et pour expliquer cette façon de faire qu'a l'abeille, il a dit l'abeille utilise le flux optique dans la réalisation de cette tâche. Donc nous avons modélisé au laboratoire cela en comparant la somme des flux optiques latéraux, c'est ce qu'on appelle un peu aussi le flux optique global, qui vient de l'image, car flux optique global, que l'on compare à ce que j'appelle une consigne de flux optique bilatérale, car je propose une modélisation dans le plan. Et donc cette erreur commande la dynamique d'avance de l'insecte. Alors vous voyez que aussi bien la boucle bleue ici, pilotant la vitesse, que la boucle rouge, le contrôle latéral, pilotant le positionnement latéral de l'abeille, vous voyez que ceci constitue deux régulations de flux optique qui sont interdépendantes. Donc vous voyez, l'information de vitesse et de distance est ce que j'appelle entrelacée et noyée dans le flux optique. Donc on peut se poser la question, dans quelle mesure une telle boucle visiomotrice est apte à atteindre un point de fonctionnement déterminé dans un corridor de largeur donnée, car ni la vitesse ni la distance ne sont mesurées dans l'aura 3, il n'y a que le flux optique qui est mesuré dans l'aura 3. Donc le contrôle de vitesse s'efforce de faire que la somme des flux optiques latéraux mesurés est égale à la consigne de flux optique notée oméga 7 forward. Et le contrôle latéral s'efforce quant à lui, par exemple, si l'abeille est en train de suivre le mur de droite, d'égaliser cette consigne de flux optique unilatérale au flux optique latéral droit mesuré. Et si on représente l'ensemble des points que peut atteindre en maintenant constant ce quotient-là par le contrôle de vitesse, on observe que la vitesse d'avance est une fonction parabolique du positionnement latéral. Et que par contre, ici, vous voyez au niveau du contrôle latéral, l'ensemble des points atteints est une droite linéaire. Et on voit qu'il n'existe qu'une seule intersection entre le contrôle latéral et le contrôle d'avance, que l'on appellera point de fonctionnement de la boucle visiomotrice LoRa 3. Donc si on réécrit ces équations un petit peu en les arrangeant, on voit que si le régulateur fonctionne bien et qu'à tout instant les consignes, les erreurs sont nulles au niveau du régulateur, on voit que la vitesse d'avance ici est simplement proportionnelle à une nouvelle grandeur que j'introduis, qui est la largeur du corridor. Et vous voyez ici que
le coefficient de proportionnalité liant vitesse d'avance et largeur du corridor dépend que des consignes appliquées au régulateur. Et cela est dans une certaine mesure un peu la même chose au niveau du positionnement latéral. On voit que le positionnement latéral est proportionnel à la largeur du corridor. C'est la raison pour laquelle, vous voyez ici l'ordonnée, j'ai tracé ce qu'on appelle une ordonnée relative en pourcentage de la largeur du corridor. Ça veut dire que, quelle que soit la largeur du corridor, l'abeille, si je choisis ces deux consignes, par exemple correspondant au cas que je vous ai montré suivi de paroi droite, l'abeille aura tendance à se positionner tout le temps à 24% de la largeur locale du corridor. Et également ici la vitesse d'avance par la proportionnalité avec la largeur locale. Ici on aurait pu aussi graduer la vitesse d'avance comme étant proportionnelle à la largeur du corridor. Donc ici ça serait par exemple 0,88 mètres par seconde pour 1 mètre de largeur du corridor. Si le corridor était 2 fois plus étroit, l'abeille volerait 2 fois moins vite. Par contre, si le corridor était 2 fois plus large, elle volerait donc 2 fois plus rapidement. Donc maintenant, nous allons passer au micro-aéronef que nous avons conçu et construit au laboratoire dans le but d'accueillir justement ce qu'on a pu apprendre des insectes. Donc ici, malheureusement, l'image bloquée ici qui sera une vidéo est un peu floue, mais vous verrez que lorsque la vidéo se déroulera, cette image sera un peu plus nette. Donc nous avons choisi un aéroglisseur miniature qui a la particularité d'être totalement actionné, parce que normalement un aéroglisseur conventionnel, vous le voyez assez mal ici, il n'y a normalement que 2 propulseurs arrière, et qui fait de ce véhicule un véhicule sous-actionné. Donc nous l'avons totalement actionné en rajoutant ici 2 turbines latérales, pour en fait être capable de pouvoir découpler toutes les dynamiques dans le plan. De plus, le fait d'avoir un aéroglisseur ne nécessite pas un contrôle d'attitude que normalement on devrait installer sur une machine volante, car l'aéroglisseur est naturellement stabilisé en roulis et en tangage. Également, l'aéroglisseur vole de façon rasante au-dessus du sol, donc il n'a pas besoin d'avoir un contrôle d'altitude, car celui-ci vole à quelques millimètres au-dessus du sol. Alors là, je vais vous montrer un peu là où j'en suis au niveau de la robotisation de la machine. Donc la machine, l'aéroglisseur est équipé d'une boucle à verrouillage de cap comme les l'abeille, et nous avons mis à la fois un gyromètre et un compas magnétique pour stabiliser en cap le robot dans le corridor. Donc ici l'aperçu où le verrouillage est activé. Donc cette vidéo montre un peu où j'en suis au niveau du travail de robotisation. Et comme vous l'aurez remarqué, le robot est équipé ici d'un œil à facettes qui sont de véritables capteurs de flux optique bio-inspirés. Donc comment fonctionnent ces capteurs? Donc un détecteur élémentaire de mouvement élémentaire est basé sur 2 photorécepteurs qui échantillonnent l'espace visuel d'un angle delta phi. La lentille ici est légèrement défocalisée pour créer un flou gaussien qui est également présent dans l'œil panoramique des insectes et réalise en fait une opération de filtrage spatial. Dès lors qu'ici un bord contrasté traverse les 2 photorécepteurs, il apparaît à la sortie des photodiodes un signal qui se révèle être naturellement retardé d'un retard noté delta t, et en fait l'œil convertit de par sa construction le flux optique en un retard delta t, car c'est nous qui choisissons la valeur de delta phi. Donc, vous voyez qu'un capteur de flux optique bien inspiré mesure delta t et directement le quotient de vitesse d'avance ici, par exemple cet objet-là, à la distance qui le sépare du capteur. Donc maintenant, pour valider un peu la modélisation qui a été faite, j'ai simulé le véhicule conçu. Donc c'est avec l'aide de David Drey, qui m'a aidé à simuler tout ce que vous allez voir maintenant sur l'Aura 3. Donc j'ai choisi des consignes de flux optique qui sont similaires à celles que nous avons observées lors du suivi de paroi droit. Et vous voyez qu'à partir du moment où le point de départ du robot simulé est relativement proche du mur gauche, il a tendance à suivre le mur gauche, et dès lors qu'il est proche du mur droit, il suit le mur droit. Et donc on voit que en régime permanent, la distance est celle prévue par le point de fonctionnement.
La vitesse également, quel que soit le positionnement latéral du robot. Vous voyez que pour les 3 trajectoires, la vitesse atteint 1 mètre par seconde, comme prévu par le point de fonctionnement que j'ai montré précédemment. La consigne de flux optique bilatérale étant de 300 degrés par seconde, en régime permanent, la somme des 2 flux optiques a été mise à la consigne, ce qui est également le cas pour le contrôle latéral. Donc ceci nous permet de montrer que pour que le robot simulé opère une tâche de suivi de paroi, il doit respecter l'inégalité, à savoir que la consigne de flux optique unilatérale doit être au moins plus grande que la moitié de la consigne de flux optique bilatérale. Maintenant, un cas extrêmement intéressant, le cas du centrage. Cette fois-ci, si je prends une consigne de flux optique oméga 7 side plus petit donc que la moitié de 300 degrés, donc 150 degrés par seconde, on voit que la trajectoire du robot a tendance à rejoindre la ligne médiane du corridor. La vitesse d'avance s'en trouve augmentée et atteint 1,3 mètres par seconde. Et par contre, il persiste au niveau du contrôle latéral une erreur statique, car vous voyez, le flux optique unilatéral n'atteint pas la consigne de flux optique oméga 7 side. Donc d'une certaine façon, on peut expliquer le centrage par un suivi de parois alternées. Et ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce type de trajectoire avec la trajectoire d'abeille que je vous ai montré précédemment. Et vous voyez que le robot a tendance à osciller le long de la ligne médiane du corridor, comme cela est le cas lorsque vous regardez la trajectoire de cette abeille. Ensuite, nous avons ici enlevé cette paroi et on voit que malgré l'absence d'un des 2 flux optiques latéral, le robot poursuit son trajet en longeant le mur restant. Ceci nous montre que la boucle visiomotrice, le RA3, ne permet plus au robot simulé de s'évader à travers l'ouverture. Donc maintenant, j'ai évalué la boucle LoRa3 dans un corridor non stationnaire. Un corridor non stationnaire, c'est un corridor dans lequel il peut y avoir des parois qui sont motorisées. Donc ici, par exemple, 3 mètres ici, les 3 mètres finales de ce mur sont animés d'un mouvement de translation, donc les patterns se déplacent à vitesse constante. Et vous voyez que la conséquence, c'est d'affecter le flux optique latéral droit. Vous voyez que la trajectoire est déviée et a tendance à se rapprocher vers la paroi mobile et ensuite à se stabiliser vers ici 17 cm. Et ce qui est intéressant, c'est le cas opposé. On voit que le robot simulé, dès lors qu'il se déplace en sens contraire de la perturbation de flux optique, il a tendance à s'en écarter. Et ceci, à nouveau, est à mettre en parallèle avec les travaux qui ont été faits sur les abeilles. Et on voit que le comportement obtenu aussi bien par le robot simulé que par ce petit résumé décrit par Srinivasan, on voit que les comportements obtenus sont similaires. Donc maintenant, le dernier cas intéressant est de tester à nouveau le robot simulé dans un tunnel fuselé, comme je vous l'ai montré lors du contrôle de vitesse de l'abeille. On voit que quel que soit le positionnement latéral de départ, les trajectoires atteignent ici un suivi de paroi, aussi bien à droite qu'à gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vitesse d'avance devient naturellement proportionnelle à la largeur du corridor, sans que la distance, la largeur locale du corridor, ne soit connue ou estimée à bord du robot simulé. Et donc ici, je rappelle le profil de vitesse, profil linéaire en fonction de la distance parcourue, que l'on retrouve ici. Notez que ce profil de vitesse est indépendant du positionnement latéral du robot. Donc maintenant, j'ai extrait la trajectoire du suivi de paroi droit pour en étudier le régime permanent. Vous voyez ici que le flux optique bilatéral, donc le régulateur s'efforce de maintenir ce flux optique bilatéral à une valeur d'environ 300 degrés par seconde. Le contrôle latéral
s'efforce quant à lui de maintenir le flux optique unilatéral droit, donc à environ 230 degrés par seconde. Ici, le profil de vitesse linéaire appelé. Et la particularité de ce plan dans lequel on représente x en fonction de la vitesse d'avance qui est x point, moi, ça m'a fait penser en fait à une espèce de plan de phase. Et donc, si le profil est linéaire dans ce plan-là, si on reprend la vitesse en fonction du temps, on obtient une fonction exponentielle. Et effectivement, si on fait une étude mathématique, on montre que la constante de temps de cette exponentielle reflète en fait ce que j'appelle la constante de temps en boucle fermée du contrôle de vitesse. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle ne dépend ici que de l'angle alpha de fuselage du corridor qui n'est absolument pas connu à bord de la machine. C'est donc le corridor qui contraint cette constante de temps et qu'elle dépend simplement ici des consignes de flux optique. Donc par conséquent, vous voyez que cette constante de temps du contrôle de vitesse en boucle fermée est une fonction monotone décroissante. Cela signifie que plus le corridor sera fuselé, plus le freinage sera efficace, car la constante de temps s'en trouvera d'autant plus faible. Et en revanche, si alpha égale 0, ben à ce moment-là, c'est un cas un peu singulier, ben on montre que la vitesse d'avance, par contre, elle reste constante. On va faire un petit retour sur la biologie pour analyser un exemple de trajectoire reconstruite à partir des données de Srinivasan. Et vous voyez dans cet exemple qui est particulièrement intéressant sur la partie convergente, car vous voyez l'abeille semble maintenir un flux optique constant bilatéral de 500 degrés par seconde, alors que le flux optique unilatéral, quant à lui, est égal à 320 degrés par seconde. Et lorsqu'on trace le profil de vitesse, on voit que le profil de vitesse de l'abeille est donc exponentiel. Et là, ici, on voit la constante de temps boucle fermée dans ce cas-là est de 1,22 secondes. Donc, moi, de mon point de vue, est-ce qu'on peut vraiment y croire au fait que les dynamiques des abeilles sont découplées l'une de l'autre, etc. Et vraiment, pour s'en convaincre, il y a des travaux récents qui ont été faits l'an dernier par une équipe australienne, Bodecker et Tsai, et ils ont pu enregistrer un hyménoptère en vol libre et observer ici la manœuvre en roulis du corps de l'insecte, montrant que celui-ci est capable d'effectuer vraiment des glissades latérales, on dit des side slips en anglais, indépendamment de ses mouvements d'avance. Donc ici, il a travaillé sur des guêpes qui sont des hyménoptères, tout comme le sont les abeilles. Donc pour conclure et donner quelques perspectives à ce travail de thèse, alors la particularité de la boucle visiomotrice, c'est qu'à la fois elle est capable d'effectuer, de générer des comportements tels que le centrage, le suivi de paroi, la réaction appropriée à une ouverture, et également de contrôler la vitesse d'avance d'un microaéronef sous contrôle visuel. Donc vous voyez que dans ce travail de thèse, 2 degrés de liberté ont été contrôlés par le flux optique et ce travail permet de remettre en cause, tout au moins, la modélisation qui a pu être faite sur l'hypothèse d'équilibrage des flux optiques latéraux au profit de l'hypothèse de régulation du flux optique latéral. Là, une régulation de flux optique latéral requiert quant à elle ni mesure de distance, ni estimation de distance. La même chose pour la vitesse aussi bien sol que R. Et également, vous voyez que par exemple, lors du cas du corridor fuselé, elle n'a pas nécessité la connaissance de la configuration du corridor. De plus, la boucle visiomotrice, LoRa 3, requiert un système visuel relativement simple. On peut le qualifier de minimaliste car il n'a été simulé seulement que 4 pixels correspondant à un capteur de flux optique droit gauche et un capteur de flux optique droit et gauche. Et donc ces capteurs de flux optique ont la particularité d'être non émissifs, donc ce qui permet de limiter les ressources énergétiques, par exemple, qui sont utilisées dans d'autres capteurs qui sont utilisés en robotique, tels que les sonars ou les
les télémètres laser. Par ailleurs, les contrôleurs qui ont été mis en œuvre sur le robot simulé sont de simples contrôleurs proportionnels dérivés ou proportionnels intégrales qui nécessitent peu de ressources calculatoires, donc ils sont embarquables à bord du robot. Donc, cela montre qu'une telle boucle est particulièrement adaptée aux contraintes aussi bien des microaéronefs artificiels dont on sait qu'ils ont une charge utile relativement faible et peu de ressources énergétiques, et également aux microaéronefs naturels, car on sait qu'ils possèdent peu de neurones pour réaliser toutes leurs tâches. Donc, maintenant, quelques perspectives sur le plan neuroécologique relatif au contrôle de vol horizontal de l'abeille. Donc, tout d'abord, j'ai montré le centrage et le suivi de parois de l'abeille, qui bientôt sera connu de la communauté scientifique. J'ai montré également les réactions que l'abeille peut avoir en présence d'une ouverture latérale. En ce moment, nous avons un doctorant, Geoffrey Portelli, qui travaille actuellement sur les interactions entre le régulateur de flux optique ventral Octave et le régulateur de flux optique unilatéral et bilatéral LoRa. Donc on va essayer en fait de combiner ces deux régulations de flux optique, car il existe un couplage qui est par exemple la vitesse d'avance du véhicule. Donc nous proposons, ça va être publié à l'automne, un premier système intégrant ces deux, à la fois Octave et LoRa, dans un même système. Il sera également intéressant d'étudier la réaction au vent, aussi bien les vents de face que les vents latéraux, pour voir comment va réagir le robot. Et également, comme le robot Octave était capable d'atterrir sous contrôle visuel, on voit que la manœuvre correspondante dans le plan horizontal revient à faire une manœuvre d'accostage. On sait par exemple que les navires hockey utilisent des propulseurs d'étrave pour effectuer la manœuvre d'accostage dans un port par exemple. Dans les perspectives en robotique, donc des objectifs à court terme, il faut on va s'efforcer de tester et de valider sur le robot dans les conditions similaires que j'ai fait en simulation. Donc ça, ce sera un premier travail. Ensuite, l'objectif sera d'embarquer la totalité de la boucle visiomotrice LoRa 3 sur une carte FPGA que nous avons également développée au laboratoire. Et les objectifs à plus ou moyen long terme. Tout d'abord, on travaille également sur l'élargissement du champ visuel, dont le but est de rafraîchir plus fréquemment la mesure de flux optique, car pour l'instant, je ne regarde que sur les côtés, et il serait par exemple intéressant de regarder vers l'avant pour utiliser par anticipation un peu ce qui va se passer. Ceci permettra de franchir des corridors beaucoup plus fuselants. Donc ceci a été montré par exemple sur le robot Octave, dont les travaux seront publiés lors du congrès à Nice en octobre. Et également, donc d'utiliser cette vision frontale pour négocier des jonctions de labyrinthe beaucoup plus complexes, telles que des jonctions en T ou en L. Donc, en fait, je remercie, parce que ça a vraiment été un travail d'équipe, aussi bien sur le plan neuroécologique par l'assistance de Serge Digny, apiculteur à Pépin, que par les ingénieurs dans la conception, et également tout le monde. Donc vous vous reconnaîtrez sur ce dernier slide. Voilà, je vous remercie, je suis disposé à répondre à vos questions. Merci Julien d'avoir parfaitement résumé ça. On va passer à l'étape des questions. On va commencer par les deux rapporteurs. On va commencer peut-être avec les experts. Tout d'abord, je vous félicite pour un très joli travail. J'ai beaucoup de plaisir de vous écouter cette présentation et à lire votre thèse. C'est très bien écrit, très agréable à lire. J'aime beaucoup cet équilibre entre la biologie et la robotique. Je trouve que vous avez trouvé un équilibre parfait. Vous arrivez à contribuer aux deux, ce qui est rare, c'est très bien. J'aime beaucoup l'aspect scientifique, l'analyse des expériences biologiques,